On va s'attaquer à quelque chose d'un petit peu plus difficile que d'habitude. On va s'attaquer à une machine Windows de niveau insane qui va aborder des notions Active Directory. ICMP, j'ai pu envoyer un petit ping et regarder le TTL et observer que cette fois-ci, contrairement à d'habitude, puisqu'on a souvent des machines Linux, bah ici, on n'a pas un TTL qui tourne autour de 64, mais un TTL qui tourne autour de 128, puisqu'il s'agit d'une machine Windows qui est à une passerelle de moi, donc le TTL, le time to leave, a été décrémenté de 1. Et donc on voit que c'est a priori une machine Windows, mais pas besoin de plus de preuves que ça. Je pourrais aussi envoyer un nmap et rajouter un "-o" majuscule comme ceci pour faire une détection d'OS. Je peux rajouter aussi des détections plus ou moins agressives en plus de ça sur nmap, mais je ne vais pas m'y pencher. On va très vite voir que c'est un Windows, il n'y a pas besoin de sortir l'artillerie lourde, ça se voit très vite. Et j'ai lancé également, pour changer un petit peu, un scan UDP. Je me suis intéressé qu'aux deux ports qui sont les seuls ouverts ici, 53 et 123. 123 c'est NTP, ici on utilise du NTP v3 qui est la version Secure, donc a priori c'est ok. Je vois avant tout un service FTP sur le port 21 qui agit avec Microsoft FTPD. Anonymous est autorisé. On voit même des fichiers. On voit un fichier PDF, Linux Stack-Based Buffer Overflows. Ici, on a un OpenSSH pour Windows. On va pas tenter un brute force, évidemment, puisqu'on est sur une machine de niveau insane. Et en plus, le SSH va rajouter un petit cooldown, ça va être très long. Pour le port 53, j'ai envie de faire une attaque de type DNS Zone Transfer pour essayer de récupérer le FQDN, voire d'autres hosts qui se trouveraient éventuellement dans le même domaine. On a un port 88 Kerberos. Nmap a détecté que c'était du Microsoft Windows Kerberos, donc ça veut dire que on peut utiliser toutes les attaques typiques de Kerberos et notamment de contrôleurs de domaine Active Directory sur cet environnement-là. À notre niveau, on est sans authentification. On n'a aucun mot de passe, on n'a aucun compte, même pas un compte simple utilisateur sur le domaine. Donc, tout ce qu'on pourra faire sans authentification, c'est faire une attaque get np users. On a vu du 135. Pour 135, j'ai envie de faire un enum for Linux. Par défaut, je le ferai non authentifié si jamais la null session est autorisée. Sinon, il nous faudra un compte pour pouvoir le faire correctement. Autre chose que j'ai envie de faire, c'est faire un eoxid resolver pour récupérer l'IPv6, l'adresse IPv6, pour voir si on peut pas bypasser les firewalls. Puisqu'en général on pense bien à filtrer les données au niveau du firewall, mais uniquement en IPv4, et les gens oublient souvent de configurer l'IPv6. Ensuite on a port 139, ça c'est propre à SMB, ok. 389 c'est propre à LDAP qui est utilisé comme annuaire, ça fait partie du package on va dire d'Active Directory, donc pas d'attaque particulière en plus à rajouter là-dessus, en supplément, à part qu'on pourrait peut-être explorer l'Active Directory. On verra ça plus tard éventuellement. On a un domaine ici, port 445, j'aimerais bien tenter un Eternal Blue par exemple, mais ça sera une machine à jour. J'aimerais bien tenter de m'authentifier avec du PSExec, du SMBexec ou d'autres moyens d'authentification, mais il nous faudra un mot de passe. J'ai envie de regarder les partages SMB Windows, mais il nous faudra un mot de passe. Je vais quand même voir si on peut pas voir des choses en Anonymous, donc SMB Map, qui est un outil utile pour ça, ou SMB Client, ou CrackMapExec si vous aimez bien, n'importe quoi fera l'affaire. Ensuite on a le port 464 qui sert à Kerberos, on a 593 qui sert à Kerberos, 389 c'est pour LDAP, et 636 c'est le LDAP over SSL. Donc tout ça, ça fait partie du package Active Directory, on va dire. Ça m'intéresse, mais c'est un MSSQL récent de 2019. On peut faire un brute force comme d'habitude, mais on peut tenter 2 ou 3 mots de passe par défaut. On voit qu'on a réussi à énumérer le FQDN ici. Ça m'intéresse, je le note. Et d'autres ports de fonctionnement interne, et on voit que le host s'appelle Pivot API, il a été résolu par Nmap. Il y a le SMB Signing qui est activé et requis, donc pas d'attaque de type SMB Relay ou NTLM Relay ici. Donc on va juste regarder ce qu'on a là. Et je vais essayer de voir si je peux pas lister toutes les machines qui seraient contenues dans ce domaine. Le DNS Zone Transfer a échoué, sinon on aurait eu une liste de plein de FQDN ici. Ici on n'a rien. Donc le DNS Zone Transfer, ça a échoué. On essaie de récupérer son adresse IPv6. On voit toutes les interfaces réseau. On voit qu'il y en a une qui s'appelle Pivot API, c'est justement le hostname. On voit une IP qui correspond à l'adresse IPv4, mais on voit pas d'IPv6. Donc Eoxid Resolver, pas d'IPv6, pas de bypass de firewall dans un contexte IPv6. Enum for Linux, on va voir s'il échoue ou pas. Donc Enum for Linux, ça nous donnera rien. Faire un petit SMB map. Je suis obligé de mettre un user et un mot de passe null parce que j'ai tout simplement pas le choix puisque je n'ai rien d'autre. Le SMB map, ça nous donne rien.
Bien sûr, on pourra retenter, mais dès qu'on aura un mot de passe, on pourra regarder le SMB, on pourra regarder le Enum for Linux, on pourra voir des choses. On peut regarder des attaques Active Directory, la seule qu'on aurait, ce serait non authentifié, à minima des noms d'utilisateurs. Mais ici, on est trop coincé. On est obligé de s'intéresser au FTP. On regarde du coup le FTP. Je me connecte, le username, je vais mettre Anonymous et le password, je mets null. Logged in, dir, ls. Et là, j'ai un problème. J'ai l'impression que ça a planté. Donc on fait quelques recherches sur internet. Ici un site qui explique que le protocole FTP, il peut y avoir deux modes différents. Dans le mode actif, le client FTP utilise la commande port pour déterminer le port d'écoute et joue le rôle de serveur pour le canal de données. Le client FTP fait une demande de connexion sur le port 21 du serveur FTP. Le serveur FTP est en écoute, on va dire, il récupère l'instruction. En mode actif, c'est le client qui interagit et le serveur qui va ensuite répondre. Le serveur va agir comme client en fait, puisque c'est le serveur qui lui va se connecter au client FTP, donc à l'attaquant, sur un port spécifique qui aurait été défini par porte par exemple, et envoyer de la donnée là-dedans. On a le mode passif qui agit un petit peu différemment, où c'est le client qui demande la connexion au serveur FTP, et ensuite il envoie le mode passive, et ensuite c'est le client qui va demander la connexion au serveur, et le serveur qui va envoyer les données au client. C'est le mode le plus simple, le mode passif. Et en fait, les deux modes ont leur pour et leur contre. Tout dépend du mode de firewalling auquel on a affaire. Ici, on voit que j'arrive à demander la connexion, mais que dès que je fais une commande du style dir ou ls, ça a l'air de freeze. Et ça, c'est peut-être parce qu'il y a des règles firewall qui bloquent de manière unidirectionnelle. On va peut-être s'intéresser en mode passif. Sachez que le client FTP sous Linux par défaut agit en mode actif. Si vous voulez agir en mode passif, il suffit juste de regarder le manuel. On va le faire ensemble. Je lis le manuel, je lis et je vois qu'il y a "-p" pour dire passif. Donc je vais relancer le FTP, mais avec un "-p". ls, dir, ça a l'air beaucoup plus stable. Je veux maintenant récupérer tous les fichiers. Pour ça, je vais faire un prompt off pour pas qu'il me demande de l'interactivité à chaque fichier pour me demander confirmation de téléchargement. Je peux faire mget étoile normalement. Ok, ça marche. Attention, il y a des choses qui ont été reçues en ASCII mode. Attention, des choses ont été reçues en ASCII mode. Ok, je vais me dire que c'est pas important. Il y a un readme ici, je vais faire cat readme, et on a un indice qui nous souligne que en fait ce qu'on venait de voir était important. A priori, on était en mode ASCII, et donc le fait de faire un mode binary pourrait éviter d'avoir de la corruption de données lors du transfert. Je regarde le help, ou binary. Normalement, je suis en mode ASCII, là, je vais faire binary. Je refais binary. Ok, c'est bon. Et là, on est en mode binary. Je vais refaire un prompt off et je fais mget étoile pour récupérer tous les fichiers. Et là, j'ai plus les messages warning, je les vois plus là. Et vous savez pourquoi c'est si important? C'est-à-dire qu'il y a des pertes. En vrai, les fichiers, ils n'étaient pas tout à fait corrompus. C'était des PDF, j'aurais pu les ouvrir avec une liseuse PDF. Mais le fait d'avoir téléchargé en mode binary plutôt que ASCII, ça permet en fait de conserver les métadatas. Et donc, je vais faire un exif étoile pour récupérer les métadatas de tous les fichiers. Mais exif tool est en général plus puissant pour ça. On a author unknown. Saif, ça doit être le nom d'un auteur. Donc, je vais faire un grep ici pour récupérer les mots creator et author et publisher peut-être. Et là, j'ai que des infos intéressantes puisque j'ai filtré un petit peu ce que j'avais. Saif, c'est le nom d'un auteur. Je vais noter. Et on a Alex. Je récupère tout ça et je vais stocker ces usernames. Je vais créer un fichier qui s'appelle users.txt, on sauvegarde, et je vais lancer une attaque de type asrep roasting qui exploite l'absence de pré-authentification Kerberos. On peut, à partir d'une liste d'utilisateurs valides, récupérer un TGT d'une victime si jamais il n'y a pas la pré-authentification Kerberos qui est activée. La pré-authentification Kerberos est toujours activée par défaut dans un Active Directory, mais des fois on le désactive manuellement pour des raisons de compatibilité, notamment pour des comptes de service un petit peu spécifique. Donc là, je vais essayer une asrep roasting attack. Si jamais j'arrive à faire une asrep roasting attack, ça va nous stocker les TGT qui sont du coup des dérivés des HNTLM. Et les HNTLM sont des dérivés des mots de passe. Format John, parce que je vais pouvoir le craquer avec John the Reaper. Et donc le domaine c'est licordebellota.htb/ et je lance l'attaque. Le fichier n'est pas vide, il est rempli avec un TGT. Et il s'agit du TGT du user Carors. Il y a deux formes de tickets en fait. Sur Kerberos, il y a le TGT et le TGS. Ticket Granting Ticket et Ticket Granting Service. Tout d'abord, le client demande un TGT, un Ticket Granting Ticket. C'est un ticket pour avoir un ticket. Et si l'authentification est OK, il répond au client avec le TGT. Et le client réutilise ce TGT
pour obtenir son vrai ticket, le TGS, le Ticket Granting Service. Une fois qu'on a le TGS, on ne se présente plus auprès de l'autorité d'authentification. On va présenter ce TGS au serveur de ressources et le serveur de ressources va répondre avec le service en question. Donc voilà ce qu'est un TGT, voilà pourquoi c'est si critique. On a pu sans authentification récupérer un TGT qui nous permet éventuellement d'accéder à des services. Ça c'est un TGT. Du coup j'ai pu craquer le mot de passe avec cette commande là avec John the Ripper et ça nous a donné le mot de passe en clair. Donc le username c'est Chaos. Donc on a le mot de passe. Maintenant qu'on a des accès, on peut tester plusieurs trucs. Est-ce que je peux faire un SMB map? Est-ce que je peux voir des choses? La réponse est oui. Je vois admin $ mais no access, no access. J'ai accès en read only à IPC. Ça c'est un partage par défaut pas intéressant. On a des données dans 6 vols, ça peut être intéressant. Et on a des données dans netlogon, ça peut être intéressant. Dans le cas où il y a des scripts par défaut. Donc je peux essayer de faire un SMB client, netlogon on va dire, username chaos, %, le password, et j'ai accès dire, et je vois qu'il y a des données. Je vais faire un prompt off, recurse on, mget étoile, voilà, exit, et j'ai récupéré plein de fichiers. Restart Oracle Services, serveur mssql.msg, et .msg ce sont des fichiers de mail format Outlook. Il faudra le convertir pour pouvoir le lire sous Linux. apt install Thunderbird, cette commande là, pour installer de quoi convertir. Patiente le temps de l'install. msg convert étoile.msg. Donc on a des fichiers format EML. Je vais ouvrir ce premier mail. À cause de certains problèmes dus à la base de données Oracle qui a été installée en 2010 sur Windows, il a été décidé de migrer sous MSSQL dès 2020. On a créé un programme qui s'appelait resetservice.exe, qui était créé pour se loguer au serveur Oracle et faire un restart du service. Je ferme ça, il y avait WinRM Service, voyons. On avait décidé de stopper d'afficher le service WinRM. Effectivement, on ne l'a pas vu ouvert. Nous avons également bloqué le TCP, l'UDP et même ICMP en output pour qu'il n'y ait pas de reverse shell qui puisse être utilisé. Effectivement, si on arrive à avoir une code d'exécution et qu'on veut se donner un reverse shell, on peut dire à la cible de se connecter à nous-mêmes sur un port TCP. Mais on peut également utiliser UDP dans le cas où il y ait un firewall qui bloque TCP. Les gens oublient parfois de bloquer UDP, donc on peut tester un reverse shell UDP. Mais on peut également utiliser ICMP si jamais TCP et UDP sont bloqués. Ici on a et TCP et UDP et ICMP qui sont bloqués. En général les reverse shell ICMP ça marche mais c'est très instable, c'est très pénible à utiliser. Bon ici en l'occurrence apparemment on n'aura pas de WinRM, pas de TCP, pas d'UDP, pas d'ICMP en retour. Donc c'est plutôt solide. Maintenant tout ce qui nous reste c'est regarder ce point .exe. On peut faire de l'analyse statique ou de l'analyse dynamique. Moi je vais faire de l'analyse dynamique, c'est beaucoup plus facile et rapide. On voit que restart oracle service.exe a lancé un sous-processus cmd.exe et il exécute un fichier bat et il lance cette commande là, preview. Donc moi ce que je veux c'est récupérer en entier sur malware.ee dans export analysis. Si je fais files, je download juste le fichier et rien d'autre. Je pense que juste les files, les deux files, ça devrait suffire. Si je fais download, si je fais head de ce fichier .bat, ok, on a le vrai fichier .bat. Tous ces if là au départ, je vais les faire sauter. On voit qu'il y a des choses qui se passent ici. Il va tout pousser dans oracle.txt et il va réécrire tous les bytes dans ce fichier restart service.exe. Et il va convertir tout ça dans monta.ps1. Et ensuite, il va exécuter le script.ps1. Nous, on va enlever les fichiers, les commandes de delete. Donc, on sauvegarde ce fichier .txt, on le renomme en .bat. J'exécute. Ça exécute des choses. Donc, il est écrit oracle.txt. Tout ça, ça a marché. Il n'y a pas eu de souci. Donc, on enlève ça. Quand on exécute, il dit fichier raw n'est pas reconnu en tant que commande interne. Effectivement, c'est du PowerShell. Ça devrait marcher mieux, voyons. Ah, regardez, on a le fichier restart service.exe. C'est ça qui nous intéresse. On voit que c'est un PE32+, on voit que c'est un exécutable, mais il est strippé. Voilà, Procmon, je vais le lancer. Et je peux mettre des filtres ici. Tout ce qui aurait comme process name, il contiendrait restart-service. Pour l'instant, il ne se passe rien, je l'exécute. Et on regarde ce qui se passe, et on voit qu'il se passe des choses. If opération égale create file, ici, apply. Maintenant, je n'ai que les créations de fichiers ici. Et ici, on voit un truc super intéressant, vous voyez là. Et il dit name not found. Il essaie de l'ouvrir, mais il voit que le fichier n'existe pas, donc il a échoué. Une idée, ce serait peut-être de créer ce fichier. Je l'exécute, tac, ça lance, mais le point config est vide. Moi, j'avais espoir qu'il y écrive quelque chose. Donc il y a apparemment ce point config, mais il n'y a rien d'intéressant. Donc c'est pas une bonne piste en fait. Le plus utile, c'est Process Monitor. Et un autre qui est très utile, c'est API Monitor. Ça permet de monitorer en live les appels API. Je lance API Monitor. Sur la gauche, je vais cocher tous les filtres ici. Il faut cocher tous les filtres pour qu'il monitore vraiment tout ce qu'il peut.
Ensuite, je vais faire File, Monitor New Process, Restart Service.exe. OK. Et ça l'exécute. Si je fais CTRL F logon. Ah, logon, on a un truc. Create Process with logon. Donc on a un processus qui est créé avec un logon. Regarde s'il n'y en a pas d'autres. OK, c'était ça. Je vais copier-coller ça. Dans la DLL clr.dll, on a cette fonction qui s'appelle Create Process with logon avec un cmd.exe de rug service. Et on voit qu'en gros, ça utilise ces données-là. Bingo, on a les credentials. On peut essayer par exemple de se connecter avec l'outil InPacket, MSSQL, Client. Le username, donc a priori c'est SVC Oracle, mais ici on va tenter plutôt, au lieu de SVC Oracle, on va essayer SVC MSSQL. Et au lieu de Oracle Service 2010, on va l'appeler MSSQL Service 2020. De toute façon, vous voyez bien que c'était l'année, hein, donc quand il y a du reuse, vous testez les reproductions logiques du mot de passe. On précise avec le domaine, on précise sans le domaine. En fait, par défaut, le nom d'utilisateur, c'est pas SVC MSSQL, c'est SA. Je vais essayer slash, pas sur le domaine, mais sur un compte local. Le username, ce serait SA, puisque c'est le username par défaut sous MSSQL, mais suivi du mot de passe qu'on avait généré ici. Et je tente avec ce mot de passe et ça marche. On a master, tempdb, modèle et msdb. Il n'y a que des bases de données par défaut, donc c'est pas trop intéressant au niveau de base de données. Par contre, on peut tenter une remote code exécution. On peut tenter la fameuse exécution de commande exec xp underscore cmd shell et on peut exécuter par exemple un who am I peut-être. On va essayer ça. Who am I, ça a marché, l'exécution a fonctionné. On voit qu'on est le user nt service /mssql SQL Express. On sait qu'on a une exécution de commande. Mais on ne peut pas avoir de reverse shell parce qu'il n'y aura ni TCP, ni UDP, ni ICMP qui est autorisé. J'avais essayé en IPv6 en faisant ceci. Je vous montre juste les commandes, je ne vais pas les faire, c'est long. Ici, j'avais lancé un Python 3 serveur HTTP, mais en faisant un --bind 2.2 pour dire qu'on le bind sur l'IPv6. Et ensuite, sur la target, j'avais fait un XPCMD shell où j'ai fait un PowerShell nop exec bypass. Et dessus, j'ai fait un wget de mon IP en IPv6. J'avais essayé de récupérer le script Juicy Potato, par exemple. Mais admettons que je voulais récupérer juste un binaire pour faire un reverse shell. Ça aurait pas marché. Donc, on peut pas avoir de reverse shell. Les seuls vecteurs pour uploader un fichier sont FTP. Mais j'ai pas les droits en écriture. Je pourrais tester, on le verra. J'aurai pas les droits en écriture. Ça peut être SMB. Mais tous les comptes que j'ai jusqu'ici nous permettront juste de la lecture seule, mais pas de l'écriture. Et tout ce qu'on a d'autre, c'est MSSQL. C'est la seule option possible. En fait, j'avais réussi à uploader Print Spoofer et Juicy Potato. Au début, il y avait une unintended way pour le solve, pour essayer d'abuser des tokens, pour essayer de faire la privilege escalation directement depuis ça. Mais ça a été protégé depuis, ça a été patché. Il fallait l'encoder en base 64, le découper en plein de morceaux, faire des XPCMD shell et faire écho du code en base 64 et outputter le résultat dans un fichier .txt. Et ensuite utiliser le script PowerShell, le même script qu'on a vu dans le .exe qu'on avait reverse, pour pouvoir recombiner le base 64 vers le .exe. Comme ça on avait en gros print spoofer .exe. Mais quand on l'exécutait, ça échouait. On peut peut-être se dire que cet utilisateur, c'est un utilisateur local de la base de données, mais peut-être qu'il y a le même utilisateur, svc-mssql en user. Est-ce qu'on peut pas se connecter au SMB ? Il y avait un truc en trop et je crois que c'était un underscore aussi. Et merci Peloutre pour les cadeaux de bonne nuit. Et on voit effectivement qu'on arrive à s'authentifier avec ce username. Le truc c'est que quand on est authentifié avec le exec xpcmd shell, on est authentifié avec le compte de service local MSSQL, mais nous on aimerait s'authentifier avec le compte de domaine MSSQL. C'était un underscore, c'est ça? Ouais, c'était un underscore, voilà. Pour faire ça, on peut peut-être utiliser la commande avec le client MSSQL. Au lieu de faire un who am I, on peut essayer de faire un switch en PowerShell d'utilisateur. Comme sudo en fait, mais en PowerShell. $username et le username vers lequel on veut switcher, c'est svc MSSQL et le password, c'est ce password. Script block PowerShell-c who am I, on va exécuter la commande who am I avec les credentials stockés dans les variables précédentes. Il faut faire un one-liner du coup et backslasher les guillemets correctement, sinon ça marche pas, vers le computer pivot IP. Je lance cette commande. Si je fais un exec xpcmd shell who am I, on voit que je suis nt service mssql SQL Express. Mais si je fais à la place plutôt cette commande là qui fait un who am I ici,
Et là, ça exécute un whoami, mais dans le domaine. Donc je suis SVC MSSQL sur le domaine. Donc je suis un utilisateur un peu différent. Donc avec ce username là, on peut faire plus de choses que seulement browser la base de données MSSQL. On peut également se balader sur le file system maintenant, sachant que je ne peux pas avoir de reverse-shell. Donc ici, au lieu de whoami, je vais changer, je vais mettre dir c2. Anti-slash par exemple. Vous voyez, j'ai réussi à faire un dir. Je vois même qu'il y a un dossier qui s'appelle developers, qui est inhabituel. Je vais regarder dans ces users. Il y a des users, Superfum, SVC, MSSQL, je vais aller dedans. SVC underscore MSSQL, je regarde dedans ce qu'il y a. Et je vois qu'il y a desktop, je vais essayer d'aller dans desktop, et je regarde ce qu'il y a sur le desktop du user SVC MSSQL. Je vois qu'il y a note.txt et credentials. Les proxys qui utilisent MSSQL avec des requêtes trop longues peut planter. Et utiliser SSH après que vous ayez récupéré les credentials. Ok, mais je les veux maintenant, les credentials. Donc on va récupérer ce fichier. Pour le récupérer, comment on peut faire? Il y a une astuce qui serait possible, c'est tout simplement de faire un copy et de le pousser vers notre serveur SMB. Ah oui, mais non, on pourra pas. Parce que tous les ports TCP sont bloqués. Comment on fait? J'ai une idée. Comment on fait d'après vous? Je peux pas uploader ce fichier vers ma machine attaquante. Je peux pas. C'est impossible. Tous les ports sont bloqués. UDP, ICMP, TCP, tout est bloqué. IPv6 inclus. Encodage base 64 et affichage à l'écran. C'est le seul moyen qu'on ait en vrai. C'est l'encoder en base 64 et l'afficher à l'écran. La commande se trouve ici. En gros, je fais un PowerShell-C pour exécuter le script qui suit. Et j'utilise certutile qui permet d'encoder des certificats des clés publiques en base 64. Mais moi, je vais m'en servir pour chiffrer, enfin pour encoder un fichier. Donc certutile-encode pour encoder en base 64. Credentials.kdbx. J'output ça dans users SVC MSSQL desktop toto.txt. J'exécute ça. Tac. Et là, completado correctamente. Je vois toto.txt, c'est bon. Type de toto.txt. C'est parti. On l'a récupéré, il est un peu buggy, mais on l'a. Vous voyez? CTRL-C, c'est bien, non? Et je le colle dans mon fichier ici. Et je vais remplacer tous les espaces par rien. Tac. Je vais remplacer anti/n par rien. Et là, on a un gros pavé en base 64. Écho de tout ce base 64 dans KeePass.b64. Clear, ls. Base 64-d de KeePass. Dans KeePass, mais pas en base 64. File de KeePass. On voit que c'est une KeePass password database. Donc move KeePass en KeePass. Je crois que c'est kdbx. Et maintenant j'ai besoin de KeePass pour l'ouvrir normalement. Alors j'ai pas KeePass, faut que je l'installe. KeePass 2. KeePass 2. apt install KeePass 2. Donc j'installe KeePass. Pendant que ça installe KeePass, je vais faire un KeePass to John du fichier KeePass pour le craquer. Le résultat, je vais l'afficher dans crackme.txt. John de crackme.txt avec la word list procu.txt. On a craqué le mot de passe du KeePass. Donc le mot de passe c'est malkita KeePass2 sur le fichier KeePass.4dbx. Et ça demande bien sûr le mot de passe qu'on a réussi à craquer ici. On met le mot de passe et on accède au KeePass. On voit qu'il y a Database, General, Windows. Il n'y a rien sauf dans Windows où il y a... Alors si dans Recycle Bin il y a un truc... Ah oui, ça c'est juste les exemples, donc ça sert à rien. Le seul truc qu'on a, c'est dans Windows, on a un mot de passe SSH. On se connecte en SSH. C'est parti, on a le flag déjà du user. On peut chercher un petit peu à la main, on regarde un petit peu, on fait un whoami/all. On voit qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant, on n'a pas des tokens intéressants qu'on peut abuser pour s'élever en privilège. On n'arrive pas à accéder non plus au dossier developers qui se trouve à la racine. Donc je vais utiliser Bloodhound Python et j'essaie de lancer cette commande et on va voir ce que ça donne. Il va essayer de récupérer tous les accès à tous les objets qu'on puisse accéder sur le domaine à partir de ce compte-là. Et il va faire plein de corrélations là-dessus. Maintenant, je vais lancer Bloodhound pour analyser ces fichiers JSON et avoir une map du domaine Active Directory et voir à quoi je peux accéder avec le user que j'ai compromis actuellement. Je vais lancer Neo4j, console. Ça, c'est nécessaire pour que Bloodhound puisse fonctionner. Voilà, il est lancé. Donc, je vais lancer Bloodhound. Et on va collecter des infos. Hop, login, tous ces fichiers .json là que j'ai réussi à récupérer. Je fais un glisser-déposer dans Bloodhound et bim, il les importe. Upload progress 100%, 100%. Il récupère les groupes, les users, il récupère tout. Clear finished. Voilà. Et c'est parti. Et maintenant on peut analyser ce qu'on a là.
Si je fais Find All Domain Admins, je fais rechercher tous les domaines admin. On voit qu'il y a l'utilisateur Cybervaca et Administrador. On est en espagnol ici, c'est pas administrateur, c'est pas administrator, c'est administrador at licordebellota.htb. Il appartient au groupe admin del dominio, ça veut dire admin du domaine. Donc si on compromet administrador ou Cybervaca, on est admin de domaine. Quel est le chemin le plus court vers les admins de domaine? Les admins d'entreprise, les administradores, donc le groupe administradores, Cybervaca et administrador qui sont intéressants. Est-ce que j'ai du DC Sync? Apparemment il y a moyen de faire du DC Sync avec administrador, donc c'est normal si on est admin de domaine, et Cybervaca. Cybervaca c'est un compte que j'aimerais bien compromettre. Mais pour l'instant a priori je peux pas. On a quoi comme user compromis là actuellement? On a SVC underscore MSSQL. On a SVC MSSQL, je vais faire clic droit, mark user as owned. Je vais dire qu'on l'a compromis. Évasion, je cherche ce user là, on l'a trouvé. Je vais le marquer comme compromis. Mark as owned. Cybervaca, marqué as high value. Et maintenant que j'ai fait ces marqueurs, je devrais pouvoir faire shortest path from owned principles. Donc il va regarder tout ce que j'ai compromis et il va regarder les chemins les plus courts entre ce que j'ai compromis vers ce que je peux, enfin ce qui a de la valeur. Et il dit quel user t'as compromis? Je sais pas, SVC MSSQL. Il dit ouais, SVC MSSQL il peut faire du WinRM sur la machine. Ouais mais WinRM est bloqué. Et puis je m'en fous, j'ai SSH. Donc ça m'intéresse pas. Je vais chercher owned mais from évasion. Qu'est-ce que je peux faire? Il dit que... Ah, là c'est intéressant. Il dit que évasion a les droits generic all sur un user qui s'appelle Dr Zaius. Donc en gros on a compromis évasion, on le savait déjà, mais il peut lui-même compromettre le user Dr Zaius. On peut déjà le marquer comme compromis déjà. Mark user as owned. Par contre comment on le compromet? Vu qu'on a les droits generic all, je vais passer la souris dessus, je vais faire clic droit help, abuse info. Comment en abuser? On peut faire du Kerberos et autres. Je vais refaire un search de tous les choses qu'on peut compromettre. Shortest path from owned principles, puisque du coup je l'ai marqué comme compromis. Et je vais dire à partir de Dr Zaius maintenant. Il a accès à WinRM et Pivot API, ok. Je vais regarder d'autres trucs. Je vais regarder shortest path to high value, voyons. En fait, c'est tous les chemins les plus courts vers toutes les choses qui auraient le plus de valeur possible. Ici, on voit un user administrador. Je vais le pousser ici, je vais le pousser dans le coin. Tout ça, c'est admin de domaine. Évidemment que si on est admin de domaine ou groupe de local admin, on a full control. Cybervaca, on a compris que s'il est compromis, on a full control. Ok. Ici, on a le user Jari qui a le droit de forcer le changement de mot de passe sur Gibdeon. Il lui est membre de Opération des Cuentas. On voit les têtes de mort. On sait qu'on a compromis évasion. De évasion, on peut compromettre Dr Zaius. On a user Lotbrock qui a l'air intéressant, qui a droit à LAPS read. C'est super intéressant ça. LAPS, ça permet de gérer tous les mots de passe de l'Active Directory. Ce groupe-là, je vais faire mark as high value. Et high value, je vais faire clic droit, shortest path to here. Quel est le chemin le plus court vers ici, vers le groupe LAPS read? Quel est le chemin le plus court? Est-ce qu'il y en a un avec une tête de mort? J'en vois pas avec une tête de mort. Il y a Cybervaca. On sait que si on est Cybervaca, on a tout. Lotbrock, ok. Si on est Lotbrock, on est admin quoi. En gros, on est domaine admin si jamais on a Cybervaca ou Lotbrock quoi. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Hoppers de Cuentas. Il y a le user Gibdeon. On a vu que en gros, si on est Gibdeon, 10 abonnements niveau 1 offert à la communauté pour la chaîne. Merci Ravencrest, super sympa. Gibdeon égale à domaine admin en gros. Je vais les marquer du coup. Je vais marquer celui-là as high value. Celui-là as high value. Il y a les diamants dessus pour dire high value. Celui-là as high value. Et celui-là, Jari, il a les droits de changer le mot de passe de Gibdeon qui lui est membre d'un groupe qui lui permet d'avoir les droits de LAPS read qui permet de lire le mot de passe de l'administrateur local du domaine. Donc je vais dire que Jari aussi c'est high value. Authenticated users, direct members, usarios del dominio. Voilà. Je cherche l'objet usarios del dominio. Ça veut dire les utilisateurs du domaine. Si je regarde là-dedans, dans ce groupe, direct members 26. Voilà, je liste tous les users du domaine. Il y a 0xdf, ipsec, tiens, javar, addon, machin, il y en a plein. Évasion, contrôle, Dr Zaius. Et Dr Zaius, il contrôle quoi? Dr Zaius, on voit que ce user peut accéder à une high target, que c'est ça qui m'intéresse. Non, c'est pas intéressant, c'est pas ça. WinRM, si je regarde ce groupe-là, tous les utilisateurs de ce groupe WinRM, SVC, MSSQL, il est compromis. Dr Zaius, il est compromis. Jari, il est pas compromis, mais il est important. Superfume,
Il a l'air important, il n'est pas compromis, je le connais pas. Shortest path to here. Est-ce que j'ai moyen de compromettre ce user en fait? La réponse est oui, parce que Superfume, il y a plusieurs chemins que je peux pas exploiter. Par contre, le chemin évasion vers Dr. Zaius, vers Superfume, j'y ai droit. Donc ce user Superfume peut être compromis également. Mark users as owned. Mais si on compromet Superfume, qu'est-ce que ça nous donne? Je vais faire à nouveau une analyse et je vais faire shortest path to high value target. On va rien d'intéressant. Maintenant, je me demande net user Dr. Zaius par exemple. Je peux voir dans quel groupe il appartient. Il appartient à utilisateur du domaine et au groupe WinRM. Superfume. Et je vois que Superfume appartient au groupe utilisateur de domaine WinRM, mais également au groupe développeur. Vous pouvez également le voir ici si je tapais Superfume en l'affichant en tant qu'objet dans le domaine. Il appartient à 3 groupes. On voit que les groupes auxquels il appartient, c'est développeur, WinRM et utilisateur du domaine. Le fait qu'il appartienne au groupe développeur, ça m'intéresse, puisqu'à la racine, il y a un dossier developers, et quand je vais dedans, access denied, access denegado. Donc c'est-à-dire que si j'arrive à m'authentifier en tant que Superfume, je devrais peut-être pouvoir accéder à ce dossier developers et peut-être voir des choses intéressantes. Alors je pourrais faire du sudo-like avec PowerShell, mais comme j'ai SSH, je peux faire un local proxy pour dire que moi j'ouvre mon port 5985, que la cible redirige ce port vers lui-même sur son port 5985 pour activer la possibilité de s'authentifier avec WinRM. Et comme ça, moi j'ai un local proxy qui permet de me connecter avec Evil WinRM par exemple. Pour pouvoir faire ça, il faut que je puisse compromettre Dr. Zaius. Ensuite, Dr. Zaius pourra compromettre Superfume. Donc il faut que je récupère PowerView sur la cible. Donc je vais faire un SCP, ça nous demande le password. Comme ça on a poussé PowerView sur la cible. On voit qu'il y a PowerView ici. Donc maintenant je devrais pouvoir faire un PowerShell-nop-exec bypass pour avoir un PowerShell sans restriction. Je peux faire maintenant import module PowerView. Comme ça, j'ai droit à toutes les commandes PowerView. On charge la string finally getting the path to root. On le force comme password. Ensuite, on set un domain user avec l'identity Dr. Zaius. Donc en fait, on reset le mot de passe de Dr. Zaius. Et comme on est l'utilisateur évasion, on a full control sur Dr. Zaius. Donc oui, on aura le droit de reset le mot de passe de l'utilisateur Dr. Zaius. Tac. Et on a reset le mot de passe de Dr. Zaius avec ce mot de passe. Maintenant, on s'authentifie avec le compte Dr. Zaius avec cette commande-là. On fait ça. En gros, $cred, ça stocke l'authentifiant de Dr. Zaius. On va s'en servir maintenant pour reset le mot de passe de Superfume avec les credentials $cred, donc qui stocke les credentials de Dr. Zaius. Hop, j'exécute ça. Le mot de passe de Superfume, maintenant, c'est finally getting the path to root 1, point d'exclamation. Du coup, maintenant, je devrais pouvoir me connecter avec Evil WinRM. Sachant que j'ai fait du local port forwarding, je pouvais pas me connecter à Evil WinRM puisque WinRM a été bloqué. Si j'ai fait du local port forwarding tout à l'heure, c'était pour pouvoir me proxifier, pour pouvoir me connecter sur localhost. On relance un Evil WinRM et cette fois, bim! On a un shell en tant que Superfume via WinRM alors que le pare-feu le bloquait parce que tout simplement grâce à SSH on a pu faire du local port forwarding. Pourquoi on a fait tout ça? Pour être un utilisateur qui appartient au groupe /group developers. Et ça tombe bien parce qu'à la racine il y avait un folder qui s'appelait developers. Et est-ce que je peux aller dedans maintenant? Je peux maintenant lire ce qu'il y a dedans. C'est des Superfume. Il n'y a rien. Je peux aller dans Jarry. Et Jarry, on a vu que c'était un utilisateur super important. Un fichier C# restart mssql.exe. Et non pas Oracle. Donc ça, c'est probablement pour restarter le service MSSQL. Et ça, c'est peut-être le code source du programme à côté. On va regarder ce que ça fait. Donc c'est du C#. Namespace Restart Oracle. On voit qu'ils n'ont pas encore changé le nom. Public Class RC4. L'algorithme de chiffrement RC4. Reverse Shamir 4. Qui est un algorithme de chiffrement très faible. RC4 Decrypt avec la clé de Password Cipher. Password Cipher vaut null. La clé vaut encoding.ASCII de gatebytes. Donc en gros, on comprend que ce code source, c'est le code source du .exe qui est juste à côté, qui contient normalement en dur la clé, ainsi que le mot de passe chiffré de l'utilisateur Jarry, puisque c'est Jarry apparemment qui a les droits de starter le service MSSQL. A priori, il faudra récupérer le mot de passe, mais depuis, non pas le code source, puisqu'ils l'ont retiré du code source, il faudra le récupérer du .exe. Donc en gros, le .exe, on va extraire un mot de passe chiffré en RC4 ainsi qu'une clé RC4. Avec ça, on va pouvoir déchiffrer le mot de passe chiffré. Et une fois qu'on l'aura en clair, ça donnera le mot de passe en clair de Jarry.
Jarry, on lui avait mis un diamant à lui. Lothbrok il est important, Gibbdeon il est important, Jarry il est important, pourquoi? Il a le full control sur Gibbdeon. Je nettoie un peu, vous voyez ce chemin. Jarry peut forcer le changement du mot de passe de Gibbdeon. Et Gibbdeon est membre de Ops des Quantas et donc il a le droit de faire un LAPS read. En gros on va vouloir le mot de passe en clair de Jarry. Comme ça on pourra reset le mot de passe de Gibbdeon. Et ensuite on s'authentifie en tant que Gibbdeon pour lire le mot de passe LAPS. Je vais récupérer ce binaire là, donc je vais faire un cert utile. Ça y est, ça a marché. /encoded.txt. Et j'ai le base 64 du .exe. Ça me permet donc de le récupérer très facilement en faisant un simple copier-coller. C'est un .exe qu'il faudrait reverse, mais c'est du .NET. Il n'y a pas besoin de le désassembler ou de le débugger, on peut directement le décompiler. Donc je vais passer sous Windows et je vais utiliser .pic pour pouvoir le décompiler. Donc là, on a le binaire qui est du .NET et on peut le décompiler dans .pic. On voit qu'il y a une fonction qui s'appelle Restart Oracle et on regarde le code source du programme qui importe RC4 d'ailleurs. Ok, ça c'est le mot de passe chiffré et ça c'est la clé pour déchiffrer. Donc ça c'est la clé RC4, ça c'est le cipher. Maintenant je veux le passer sous Cyberchef. A priori je pense que c'est du décimal. From décimal on va dire. Voilà, on convertit ça. Maintenant, on va faire RC4. Et le mot de passe, ça va être... Voilà, CR is a crybaby. Bim! Maintenant, la vraie chaîne d'attaque. Jarry est compromis. Je peux lui mettre une tête de mort maintenant. Mark as owned. Il est high value et il est tête de mort. Vous avez vu? Le diamant pour high value et la tête de mort pour owned. On peut forcer le changement de mot de passe de Gibbdeon. Et ensuite, on peut s'authentifier en tant que Gibbdeon et faire une lecture du mot de passe LAPS. J'aurais pouvoir faire la commande upload powerview.ps1. Voilà. On peut faire maintenant un import module. Maintenant qu'on a ça, on peut faire le reset du mot de passe du compte Gibbdeon. Maintenant qu'on a reset le mot de passe de Gibbdeon, on peut s'authentifier en tant que Gibbdeon avec le nouveau mot de passe. Avec cette commande-là, on devrait pouvoir stocker les credentials de Gibbdeon ici, dans $cred. Si on a compromis Jarry, c'était dans l'intérêt de compromettre Gibbdeon, de forcer son changement de mot de passe, qui lui avait les droits sur un groupe dans lequel se trouvait Lothbrok, qui lui avait les droits de LAPS read. Donc j'ai reset le mot de passe de Gibbdeon, enfin je vais utiliser les credentials de Gibbdeon maintenant, et je vais reset le mot de passe de Lothbrok. Donc je vais faire ça, puis ça. Maintenant, on peut s'authentifier en tant que Lothbrok et on peut afficher maintenant le mot de passe LAPS. On va expliquer tout ça. Donc, on reset le mot de passe de Gibbdeon. J'ai le droit puisque je suis Jarry. Ok. Ensuite, on stocke les mots de passe de Gibbdeon dans $cred. Ok. Ensuite, à l'aide de ces $cred, on reset le mot de passe de Lothbrok. Donc, en tant que plus Jarry, mais en tant que Gibbdeon. Ensuite, on stocke les nouveaux creds de Lothbrok dans $cred. Et on invoque $cred ici pour invoquer la lecture. Tac. Donc je copie-colle tout ça, on exécute ça, et c'est parti. On regarde. Et entrée. Et bim! Là on a le mot de passe en clair de la machine Pivot API. On pouvait également le lire avec PowerShell, avec cette commande-là. Ouais, ça marche, le mot de passe est là. Une fois qu'on a réussi à s'authentifier, à mettre dans $cred, on va dire, le bon user, il était du coup possible d'exécuter cette commande-là. Get domain object, properties, on lisait juste la propriété, ça. Il y a également cette commande-là qui est plus compliquée, qui est un native PowerShell qui permet de récupérer le mot de passe en clair. Cette deuxième commande, je l'avais vue sur le site AD Security. Le nom d'utilisateur, c'est le mot de passe de la machine en fait, de Pivot API. Un mot de passe de machine, c'est quoi? Bah, le nom de la machine, c'est administrator. C'est le compte local admin. Je vais utiliser impacket psexec. Et là, on pourra se connecter puisqu'on a accès au port 445. Hein. Et là, j'ai un login failure. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est effectivement administrador, puisqu'on est sur un système d'exploitation en espagnol. Et si c'était en français, ce serait administrateur. Et ça ne marche pas. Ah oui, ici j'ai mis un anti-slash. En fait, c'est un slash, hein, ici. Vous avez vu? Je vous le fais avec administrator pour vous montrer que ça n'aurait pas marché quand même. Login failure. Mais en fait, il fallait se connecter avec administrador. Donc je change le T en un D. Et là... Boum. En résumé, bon, on a fait du Nmap. On avait vu qu'il y avait du FTP. On pouvait se connecter en Anonymous, il fallait se connecter en mode passif. De là, on pouvait récupérer des PDF. Si on activait le mode binary plutôt que ASCII, on pouvait récupérer les métadonnées des PDF. On faisait un EXIF tool étoile pour récupérer toutes les données des PDF.
toutes les métadonnées, on voyait les usernames. Avec ces usernames, on pouvait les mettre dans un dictionnaire et faire une attaque en utilisant ce dictionnaire pour faire une attaque de type ASREP roasting. À partir de là, on a réussi à récupérer le TGT d'un utilisateur qui s'appelle Kaorz. On a pu le craquer avec John the Ripper, on a eu son mot de passe. On pouvait alors s'authentifier en SMB pour avoir un accès en tant que simple utilisateur au domaine. Dans NetLogon, on a vu dans ce dossier-là qu'il y avait des scripts. Il y avait 2 mails en fait, ainsi qu'un .exe. On a pu convertir les mails au format Outlook vers un format Thunderbird qu'on a pu ouvrir et lire. Le .exe permettait de se connecter à la base de données Oracle pour faire un reset de cette base de données Oracle. Du coup, on a pu récupérer ce .exe et faire du reverse dynamique dessus. On a pu trouver du coup un .bat. Ce .bat faisait un encoding d'un base 64. Ce base 64 permettait d'écrire un .ps1. Ce .ps1 permettait de décoder le .exe initial pour en écrire un nouveau .exe. Et à la fin, il supprimait tous les .exe. Donc on a enlevé la suppression, on a généré le .exe. Ensuite, ce .exe, on voulait faire du reverse dessus, mais il était strippé. Donc on ne pouvait pas faire d'analyse statique facilement dessus. Donc on a utilisé API Monitor pour monitorer toutes les API. De là, on a pu monitorer un appel d'API d'une DLL qui invoquait un password. Et donc le password, c'était Oracle Service 2010. On a changé par MSSQL Service 2020. On a pu se connecter à la base de données avec le user SA qui est le user par défaut, mais on a dû switcher vers SVC MSSQL. Pour faire ça, on a dû switcher avec une commande PowerShell de username, l'équivalent d'un sudo en PowerShell, pour pouvoir s'authentifier en tant que, non pas le compte de service de la base de données, mais en tant que le compte de domaine qui sert à lancer la base de données. De là, on a pu récupérer un fichier qui passe. Ce fichier qui passe, on l'a craqué pour pouvoir l'utiliser. Une fois craqué, on a pu se connecter au KeePass et lire un mot de passe de SSH. On s'est connecté avec ce compte SSH et on a vu qu'on pouvait rien faire dessus. Par contre, le user qu'on avait compromis avait full control sur Dr Zaius. Et Dr Zaius avait full control sur Superfume. Donc on a reset le mot de passe de Dr Zaius avec évasion, puis on a utilisé le mot de passe nouveau de Zaius pour reset le mot de passe de Superfume, puis on s'est connecté en tant que Superfume. Et une fois qu'on a été authentifié en tant que Superfume, on a pu accéder à un dossier qui appartenait au groupe développeur, puisque Superfume était développeur. On a pu récupérer un .exe. On a pu décompiler ce .exe puisqu'il s'agissait de .NET. Ce .NET contenait un mot de passe chiffré en RC4 ainsi que sa clé de déchiffrement RC4. On a pu décoder pour récupérer le mot de passe en clair. Ce mot de passe en clair correspondait au user qui permettait de restart l'instance MSSQL et ce correspondait à l'utilisateur Jari. On a pu se connecter en tant que Jari en WinRM. Donc on a pu faire un upload avec Evil WinRM. Depuis Jari, on reset le mot de passe de Gibdeon. Ensuite, on charge les credentials de Gibdeon. Ensuite, on reset les credentials de Lothbrok avec les credentials de Gibdeon. Et ensuite, on charge les credentials de Lothbrok et on utilise les credentials de Lothbrok pour afficher le mot de passe en clair de l'admin local, puisque Lothbrok faisait partie d'un groupe qui permettait de lire les mots de passe LAPS. LAPS, ça veut dire Local Admin Password Solution, qui permet de manager les mots de passe. Donc forcément, si on est admin de LAPS, c'est équivalent à être admin de domaine. Et de là, on a pu récupérer le mot de passe en clair de admin local. Et admin local, c'est en fait le nom de la machine. C'était administrator, mais ici on était sur un système d'exploitation en espagnol, donc c'était administrador, suivi du mot de passe. On pouvait se connecter en PSExec, entre autres, également SMBexec, WMIexec, ce que vous voulez. Vous avez Impacket, toute la suite Impacket vous permet de faire ça. Et on est enfin admin de domaine. Si mes streams de hacking vous plaisent, n'hésitez pas à follow ma chaîne et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en rediff sur YouTube.